Vous écoutez l'affaire Évelyne Boucher, deuxième partie. L'autopsie a permis de déceler le calibre qui était un 22 long rifle. Commandant Philippe Toussaint, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Avignon. À l'époque, c'était quand même une arme qui était assez commune puisqu'elle était inventée en usage libre. Donc nous sommes intéressés auprès des armeries et des gens un peu qui faisaient du tir sportif pour essayer déjà de voir tous les gens qui pouvaient utiliser une telle arme. Mais à l'époque, il n'y avait pas de fichier puisque c'était une arme qu'on pouvait avoir et détenir sans autorisation. Toutes les procédures où apparaît un 22 long rifle, une personne détenant un 22 long rifle qui a été interpellée avec un 22 long rifle, qui a séjourné dans le Gard à l'époque et tout, sont convoquées. Les mois passent, les années passent. Boris Delacruz, journaliste à Objectif Gard. Et l'absence pour la famille, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. La maman d'Évelyne Boucher, 6 ans après la mort de sa fille, n'a toujours pas de certitude judiciaire. Il n'y a même pas de suspect dans cette affaire, puisque le juge Lernoux ferme les portes, mais n'arrive pas à avoir un fil à tirer l'amenant vers l'agresseur. Rien était forcément en mesure de lui permettre de penser qu'on allait arriver au bout. Jean-Pierre Bandira, ancien juge d'instruction et ami de Christian Lernoux. Si ce n'est l'engagement de ce magistrat qui lui disait « Mais si madame, on va y arriver, vous allez voir, on va y parvenir, on s'y emploie et on finira par y arriver. » Donc il a tout fait pour que le dossier ne soit pas mis aux oubliettes. Il demandait aux enquêteurs du SRPJ de faire des actes réguliers. Et donc ça permettait au dossier de continuer à vivre. La question du passage à l'émission télévisée a été un moment difficile pour Christian Lernoux parce qu'il ne partageait pas du tout. Mais pas du tout. L'idée d'avoir recours à ce type d'émission pour faire évoluer son dossier. Le secret de l'instruction, pour lui, c'était quelque chose auquel il était très attaché. Et l'idée de déballer sur une chaîne la souffrance, les sentiments, tout ça, ça lui faisait un petit peu horreur. Les appels à témoins lancés par la mère d'Évelyne à la télévision ne donnent rien. Et comme l'avait pressenti le juge Lernoux, la science va permettre de donner une nouvelle impulsion à l'enquête. En janvier 1993, il y a une révolution scientifique, en tout cas une révolution en police scientifique. On va pouvoir avoir l'identité, l'ADN donc du violeur d'Évelyne Boucher. Donc on n'est pas sur le même type de résultats que l'on faisait en 87, on est sur des résultats qui sont vraiment sur l'ADN. Laurent Brognaud, biologiste expert en empreintes génétiques. Et qui sont beaucoup plus discriminants que ce que l'on faisait en 1987. L'ADN de chaque individu est unique. Avec ce profil génétique, le juge Christian Lernoux va décider en fait de le comparer à tous les hommes qui étaient à proximité d'Évelyne Boucher. À cette époque-là, il n'y a pas présence de fichiers. Donc quand on a un profil génétique, il faut des éléments de comparaison, des individus qui ont été comparés, qui ont été prélevés, analysés, pour être comparés à la trace, pour dire s'ils correspondent ou ils ne correspondent pas. Du coup, on a fait du systématique avec toutes les personnes de l'entourage qu'on avait plus ou moins dans le collimateur et on a fait des comparaisons ADN pour voir si ça pouvait correspondre à l'ADN qu'on avait retrouvé de l'auteur sur la victime. Même des fois des témoignages anonymes, des personnes qui ont été arrêtées pour des viols sur mineurs dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, on a vraiment été très attentifs à tous les faits, y compris de simples agressions sexuelles. Toutes ces personnes-là qui avaient été impliquées dans des affaires de meurtre sur des mineurs ont été évidemment entendues. Donc en tout, il y a 70 hommes qui vont avoir un prélèvement de comparaison. Ce prélèvement s'avérera négatif. Les éléments donc classiques ayant échoué, donc Christian Lernoux s'est aussi intéressé à l'idée d'un rôdeur ou d'un serial killer. C'est ainsi qu'il s'est intéressé à la piste de Roberto Succo. C'était un tueur particulier, il tuait au hasard.
Il croisait la route d'une autostoppeuse, il la faisait monter. C'était un beau gosse, hein. Il la faisait monter et voilà, il a tué. On s'est aperçu qu'il avait commis ses meurtres avec un 22 long rifle. Il est à Aix-en-Provence, je crois, la veille de la mort d'Evelyne Boucher. Il est dans le Vaucluse. Je rappelle qu'elle décède aux Angles. Le Vaucluse, c'est de l'autre côté du Rhône. C'est à quelques kilomètres des Angles. Donc Roberto Succo est là le jour où Evelyne Boucher disparaît et les jours suivants. Et là, ça va révolutionner le dossier. C'est la première fois dans ce dossier, 6-7 ans après le crime, hein, où les enquêteurs se disent « c'est bon, on l'a ». Pourquoi pas? Il y a des gestes fous, il avait d'ailleurs ce surnom de tueur fou. Pourquoi pas avoir, dans le cadre de sa folie, fait une nouvelle victime qui aurait pu s'appeler Evelyne Boucher? Donc les enquêteurs, quand ils voient arriver Roberto Succo, ils se disent « on l'a, c'est bon, c'est lui ». Boris Delacruz, journaliste à Objectif Gare. Sauf que Roberto Succo, en 1993, il est mort. Il s'est suicidé en 1988 après avoir été arrêté. Christian Lernoux, le juge d'instruction, et des enquêteurs vont partir en Italie. Ils vont se faire ouvrir le cercueil. Ils vont prendre une partie donc des restes de Roberto Succo qu'ils vont ramener en France et ils vont faire une expertise ADN. Sauf que l'expertise ADN, elle va prouver quelque chose, c'est que Roberto Succo n'est pas le violeur d'Evelyne Boucher. L'enquête se poursuit, les années passent. La famille d'Evelyne Boucher a de plus en plus de doutes, même s'ils ont envie de connaître la vérité. Et en 98, il va y avoir la création du FNAEG. C'est un fichier des empreintes génétiques. Toutes les personnes qui sont condamnées pour des actes des actes à caractère sexuel, mais aussi toutes les agressions et toutes les violences sont fichées dans ce logiciel. Le juge Lernoux va verser donc l'ADN du violeur d'Evelyne Boucher dans ce fichier. En 2002, le juge Lernoux est dessaisi de l'affaire suite à une promotion. C'est un nouveau juge qui s'empare du dossier, que la famille devra convaincre de ne pas classer. Lorsque Christian Lernoux quitte son cabinet, comme chacun des juges d'instruction qui s'en va, il laisse quelques consignes écrites ou orales à son successeur. Jean-Pierre Bandira, ancien juge d'instruction et ami de Christian Lernoux. Et parmi celles-ci, bien sûr, figurait, vous vous en doutez, le dossier Evelyne Boucher, qui était le plus vieux de son cabinet. Ça fait 22 ans qu'il est là. Ça fait 16 ou 17 ans qu'il est en charge de l'affaire Evelyne Boucher. Donc il la connaît par cœur. Il sait tout ce qu'il a fait. Il connaît toutes les portes qu'il a fermées. Sauf que la juge qui va lui succéder, elle ne croit pas trop en cette affaire. Comme c'était le plus vieux dossier de ce cabinet, il lui a paru utile de le clôturer par un non-lieu, puisqu'il n'avait pas d'espoir d'arriver à un résultat. Alors, par chance pour la famille, la juge qui fait l'intérim ne va pas rester très très longtemps et arrive une nouvelle juge qui, elle, croit effectivement qu'il y a des possibilités dans cette affaire. Les parents d'Evelyne Boucher ont failli voir classer à jamais le dossier de leur fille. Le temps passe et l'enquête semble au point mort. Mais l'enquête va rebondir de manière totalement inattendue grâce à un ticket de parking. On est donc le 16 mai 2003, il fait beau au Pont du Gard, les familles vont voir l'aqueduc romain. Et au moment de sortir du Pont du Gard, il y a un parking et pour sortir, il y a une barrière qui s'ouvre. Et il faut un ticket qui prouve qu'on a payé sa place au Pont du Gard. Ce jour-là, il y a un pompier qui ressort donc du Pont du Gard avec sa famille et il cherche son ticket, il ne le trouve pas. Et en fait, il a décidé de passer un petit peu en force et de suivre la voiture qui est juste devant. Et donc, il va se faire prendre à ce jeu-là et le contrôle va mal se passer. Et une bagarre va s'en suivre avec un vigile du Pont du Gard.
Donc la personne qui s'était battue avec les vigiles était un pompier professionnel d'Avignon. Commandant Philippe Toussaint, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Avignon. Monsieur Robert Grener, qui habitait dans le Vaucluse et qui travaillait au centre de secours d'Avignon. Le pompier, suite à cette bagarre, va être convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour ces violences. À partir du moment où un individu est condamné définitivement, il est soumis à un prélèvement biologique qui sera enregistré dans la base of NAEG. Dans le cas d'un refus de prélèvement, il peut être condamné à des peines d'emprisonnement ou des amendes, je dirais 15 000 € d'amende, et ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc les policiers le convoquent d'abord pour essayer de prélever cet ADN, se présentent à son domicile en fait. Ce pompier, on sent qu'il est un peu il est réticent, il ne veut pas. Lorsque je l'interroge, je lui dis « mais pourquoi vous n'y êtes pas allé ?» Maître Patrick Gontard, avocat de Robert Grener. Il me dit moi cette affaire du pont du Gard, donc ça m'a valu 3 mois de prison avec sursis, donc je voulais plus entendre parler de ce dossier, et quand je recevais, je mettais à la poubelle. Et c'est quand on m'a dit vous risquez d'aller en prison qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'aller donner mon ADN. Et puis le 9 mai 2006 va arriver ce que plus personne n'attendait dans cette affaire, c'est que le profil ADN va matcher. Un nom apparaît, Robert Grener, 54 ans. Christian Lernoux me l'apprend donc téléphoniquement puisque lui était à Avignon et moi à Montpellier. Jean-Pierre Bandira, ancien juge d'instruction et ami de Christian Lernoux. Ça a été un grand moment, bien sûr, un grand moment d'émotion parce qu'il était particulièrement ému de voir que son œuvre n'avait pas été vaine. Ça a été, oui, c'était fort. C'était un grand moment. Voilà. C'était un grand moment. Lorsque j'apprends que FNAEG a fait un rapprochement avec Robert Grener, je suis content, mais on pense déjà à recueillir un maximum d'éléments parce que c'est une affaire qui a 19 ans. On va avoir que 48 heures de garde à vue pour traiter Robert Grener. On veut essayer de recueillir un maximum d'éléments. Un pompier, apparemment bien sous tout rapport, paisible, bon père de famille. C'est un homme à la vie ordinaire. Bon, il se marie, il a un enfant, il travaille, son épouse travaille, ils deviennent propriétaires de leur habitation. Bon, c'est le parcours et le cheminement normal d'un couple normal qu'on peut croiser dans la rue. En grattant un peu plus sur Robert Grener, les enquêteurs s'aperçoivent que le profil lisse de Robert Grener, il faut peut-être le mesurer. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a la réputation de boire et de devenir agressif, voire très agressif, lorsqu'il boit. Il aimait beaucoup les femmes beaucoup plus jeunes que lui, notamment des mineurs. Jean-Marc Aubert, ancien journaliste au Provençal. Et il multiplie les conquêtes, il a beaucoup de maîtresses, il s'en vante même, c'est un beau parleur. Et puis, il se dit aussi qu'il amène des jeunes femmes dans la caserne. Les enquêteurs vont gratter sur l'environnement, ils vont essayer de voir où vivent les amis et la famille de Robert Grener. Et là, très rapidement, ils vont s'apercevoir que le meilleur ami de Robert Grener vit à une centaine de mètres à vol d'oiseau de la maison d'Evelyne Boucher. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, d'autant plus, je vous le rappelle, que dès le départ, les enquêteurs, comme le juge d'instruction, avaient la certitude que, vu la configuration de ce quartier, il fallait venir vraiment spécialement dans cette rue ou dans ce quartier pour rencontrer quelqu'un. Bon, autre élément, c'est que la caserne des pompiers de la rue Carretterie était située à 300 mètres du lycée Aubanel et à 500 mètres du Carnot. Nous avons également pris contact avec le chef du centre de secours des pompiers du Vaucluse et on s'est aperçu que le jour des faits, le 8 décembre, Robert Grener n'apparaissait pas sur le registre du personnel. Ce registre va montrer que Robert Grener n'était pas présent à la caserne
ce jour-là. On est quasiment 20 ans plus tard, j'ai 36 ans, j'en ai plus 16, et 20 ans qui se sont passés. Géraldine Martinasso, amie d'Evelyne. C'est le commandant Toussaint qui m'accueille, qui me reçoit dans son bureau, qui me dit « J'ai des photos à vous montrer ». Donc je regarde, et là, il y a une photo où de suite, j'ai une réaction spontanée. Et du coup, ma réaction, c'est de mettre le doigt sur la photo en question et de lui dire « C'est pour lui qu'on m'avait fait venir ». Pour moi, la photo et l'homme dans la voiture, là, la correspondance, elle est mais vraiment impressionnante. Robert Grener, il est arrêté et il nie tout. Il ne connaît pas Evelyne Boucher, il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle, il ne se souvient pas d'elle. Il connaît à peine Villeneuve-les-Avignon, ou en tout cas l'endroit où aurait été enlevée Evelyne Boucher. À un moment, on a pensé qu'il allait fléchir un peu, et au bout de quelques instants, il se ressaisissait et il repartait de plus belle pour se défendre, on va dire, tel un animal blessé. Il voulait rien lâcher, et jusqu'au dernier souffle, il voulait se défendre. Concernant l'ADN, qui est quand même l'élément majeur, primordial du dossier, et accablant pour Robert Grener, il va rejeter totalement cet ADN. D'abord, il va dire, dans le temps de l'enquête, que c'est peut-être un complot, c'est peut-être quelqu'un lui en veut. Il est transféré donc d'Avignon, où il est en garde à vue à la police judiciaire, au palais de justice de Nîmes. Et là, contre toute attente, il va dire qu'il a peut-être eu des relations avec Evelyne Boucher. C'est-à-dire que lui, en gros, c'est « je ne la connais pas ». Peut-être, in fine, vous me dites qu'on a retrouvé mon sperme, peut-être que j'ai eu des rapports avec, mais très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Voilà. Et en réalité, la thèse, elle est simple. Est-ce que vous avez violé? Non. Est-ce que vous avez tué? Non. Est-ce que vous avez couché? Oui, peut-être, ou sans nul doute, oui. Voilà. Il crie son innocence. C'est pas lui, c'est une erreur judiciaire, c'est un complot, c'est pas possible. Il reste sur cette position où, en fait, il n'est pour rien dans la mort d'Evelyne Boucher. La famille est restée un peu sur sa faim, parce que ils ont eu beaucoup d'espoir lorsque Robert Grener a été interpellé, et ils espéraient avoir des réponses à toutes les interrogations de 19 ans d'attente, et finalement, ils ont été vraiment déçus, frustrés par le comportement de Robert Grener, qui n'a jamais rien assumé. J'ai pas eu ni de colère, ni de haine, ni rien. J'étais juste soulagée qu'on ait enfin trouvé. Voilà. Ce juge d'instruction, Christian Lernoux, pendant des décennies, il n'aura que cette volonté-là. Il ne gagne rien à ça. C'est juste son métier qui ressort, son envie. Je suis certain qu'il a été marqué par cette gamine. Le fait d'en reparler parce qu'il n'est plus là aussi, aujourd'hui, certainement est à l'origine de mon émotion. Jean-Pierre Bandira, ancien juge d'instruction et ami de Christian Lernoux. Le fait qu'il ait réussi, pas contre vents et marées, mais avec beaucoup d'opiniâtreté, de perspicacité, d'énergie, c'était aussi un aboutissement. Et j'étais content pour lui, voilà. Malgré ses dénégations, le 10 avril 2008, Robert Grener est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est tombé la veille de l'anniversaire d'Evelyne. Elle aurait eu 37 ans. Le 9 janvier 2023, son meurtrier décède en prison à l'âge de 70 ans. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Bérangère Vess. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz,
Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.